Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! Aujourd'hui à l'émission, je reviens sur les contrats qui ont été accordés dans les dernières journées à Jordan Love et à également Tua des Dolphins. Je vous parle de mon opinion sur ces contrats. Est-ce que c'est une bonne affaire pour les équipes ou ils vont le regretter dans quelques années? Je parle également des meilleurs corps arrière dans la Ligue nationale de football. Mon top 10 des corps arrière, mais également mon top 10 des corps arrière pour votre fantasy football. Donc, un segment là, très intéressant là, si votre repêchage est dans quelques jours, dans quelques semaines. Et j'en ai parlé la semaine dernière avec mes prédictions dans la conférence de l'Américaine. Cette fois-ci, pour l'émission d'aujourd'hui, je parle des meilleures équipes pour la conférence de la nationale. Tout ça à l'émission Fanball. Bonne émission! Bien content de vous retrouver pour un deuxième épisode de cette saison 2 de Fanball, le balado. Nouveauté cette année, c'est que les épisodes sont également disponibles sur YouTube, sur la page de Fanball en version vidéo. Donc, vous pouvez bien sûr l'entendre, l'écouter là, via Spotify et d'autres plateformes, mais vous pouvez également le regarder. Là. Et on est toujours en train d'améliorer cette version. Je suis convaincu que déjà cette semaine, vous allez voir et constater cette amélioration du format visuel. On a parlé, bien sûr, dans le dernier épisode des prédictions là, dans l'américaine. Cette semaine, ça va être les prédictions dans la nationale. Et je vous résume un peu le concept du balado Fanball. Bien sûr, on discute de l'actualité de la NFL. Comme là, on va parler là, de nos prédictions. Quelles équipes ont l'avantage là, en début de saison sur la compétition. Mais également, on va parler là, de fantasy football, bien sûr, et savoir quels sont les conseils ou les stratégies qu'on peut utiliser cette année là, pour avoir le dessus là, sur nos adversaires, que ce soit vos collègues de travail, vos amis, les membres de votre famille là, avec lesquels vous compétitionnez là, cette année là, dans votre fantasy football. Donc, on commence l'épisode avec les prédictions dans la conférence de la nationale. Je vais y aller avec, selon moi, la division peut-être la plus facile, c'est la division sud de la nationale. J'y vais en première position avec les Falcons d'Atlanta. Je crois qu'en allant chercher Kirk Cousins, on vient de sécuriser et stabiliser cette position. Oui, on a fait le drôle de choix de repêcher un autre corps arrière également là, en première ronde. Et on aurait peut-être apprécié avoir un joueur de défense ou un joueur à l'attaque, mais je pense qu'on hésitait entre le corps arrière, le Penix, et un joueur de défensive, parce que lorsque les Falcons se sont emmenés là, au repêchage, ils auraient pu repêcher le premier joueur, le meilleur joueur défensif, parce que toutes les équipes qui repêchaient en avant des Falcons avaient décidé d'aller sélectionner un joueur à l'attaque. Donc, on aurait pu aller chercher là, vraiment un joueur d'impact dès la première saison en défensive. Finalement, on a opté pour un autre corps arrière après avoir accordé là, un contrat d'environ 140 millions de dollars là, à Kirk Cousins. Donc, on peut dire que c'était une décision très, très bizarre et très controversée là, de la part des Falcons d'Atlanta. Mais, somme toute, on a peut-être le meilleur corps arrière de cette division. On a des bons receveurs de passe en Drake London et Kyle Pitts qui va finalement peut-être avoir un peu plus de ballons le lancé vers lui. Donc, après avoir repêché Kyle Pitts dans d'autres pools les dernières années et c'était toujours un peu plus décevant, cette année, il risque de prendre vraiment là, un grand pas par en avant. Là. Il va être beaucoup plus apprécié, je pense, de la part des directeurs généraux qui vont décider de le sélectionner dans le fantasy football. On a quand même une défensive qui accorde des points, mais elle est encore jeune, elle peut s'améliorer et on a un bon botteur en coup, donc ça va faire en sorte que à l'attaque et sur les unités spéciaux, on a vraiment un avantage contrairement à d'autres équipes de la même division, ce qui donne l'avantage aux Falcons pour terminer premier là, dans cette division sud. En deuxième position, je vais avec les Saints. Saints qui ont été extrêmement décevants l'année dernière, mais somme toute, on a quand même une formation qui est plus expérimenté. On a Derek Carr comme corps arrière. On a encore Olave là, comme receveur de passe. Alvin Kamara qui ne va pas être suspendu. Il risque d'être un bon ajout également pour vos fantasy football. Donc,
je pense que les Saints vont pouvoir le rebondir après une année décevante et aller sécuriser le deuxième rang de cette division sud. Pour la troisième position, je regarde mes notes à ma droite là, et je vais avec les Panthers de la Caroline. Petite surprise, l'année passée, c'était très difficile pour le jeune corps arrière, Bryce Young, mais je pense que cette année, il va avoir un peu plus d'expérience et on est allé chercher pour une première fois là, un receveur de passe de numéro 1 là, qui va pouvoir l'aider en Deontay Johnson, receveur de passe qui a connu des très bonnes saisons avec les Steelers de Pittsburgh dans les dernières saisons et je pense qu'avec les Panthers, on va être capable de vraiment s'améliorer pour l'attaque des Panthers de la Caroline. Et en quatrième position, j'y vais avec les Buccaneers de Tampa Bay. C'est pas une équipe que j'adore ou je déteste. Je pense que c'est une équipe qui est assez neutre avec Baker Mayfield à la position de corps arrière. On a toujours des bons receveurs de passe, mais on n'a pas cette la petite étincelle là, qui va faire en sorte qu'on pourrait voir les Buccaneers en éliminatoire. Du moins, ça me surprendrait là, que ça arrive cette année avec la formation des Buccaneers de Tampa Bay. Donc, je résume pour cette division. Falcons numéro 1, Saints numéro 2, Caroline en troisième et Tampa Bay quatrième position. Je vais après dans la division Est de la nationale. C'est souvent une division là, qui est très appréciée là, par les partisans là, du Québec parce qu'on a beaucoup de partisans des Cowboys de Dallas, mais également beaucoup de partisans des Eagles de Philadelphie, deux formations mythiques dans la NFL. Je donne cette année l'avantage aux Eagles. Je pense qu'on a le meilleur corps arrière de cette division en Jalen Hurts. On a également des meilleurs receveurs de passe. On n'a peut-être pas le meilleur receveur de passe de cette division, mais on a assurément le deuxième et le troisième meilleur en A.J. Brown et Devontae Smith. Donc, ça va faire en sorte que les Eagles vont avoir un pas en avant et on a surtout fait cette signature très importante en allant chercher Saquon Barkley. Je pense que Saquon Barkley peut connaître une saison à la Christian McCaffrey. Oui, j'ai bien dit à la Christian McCaffrey. Je pense que Saquon Barkley va arriver dans une équipe où ça ne repose pas uniquement sur lui, sur ses épaules. Et il y a une bonne ligne offensive avec Philly. Donc, je pense qu'on va pouvoir vraiment être très explosif de la part de l'attaque des Eagles. Le seul point d'interrogation pour les Eagles et pour Saquon Barkley, c'est lorsqu'on va arriver à la porte des buts, est-ce qu'on va donner le ballon à Saquon Barkley ou on va donner le ballon à Jalen Hurts pour franchir la ligne des touchés. Je pense que ça va faire fâcher quelques directeurs généraux de la part de Fantasy Football qui va faire en sorte que si on a Jalen Hurts, on va vouloir garder le ballon. Si on a Saquon Barkley, on va espérer avoir une course de Barkley. Mais somme toute, c'est la meilleure formation de cette division. Pour la deuxième position, j'y vais avec les Cowboys, mais pas par une grande marge. Je pense que les Cowboys vont prendre vraiment un pas par en arrière. Oui, on a toujours une bonne défensive, mais au niveau de l'attaque, je pense qu'on s'est affaibli. On a CeeDee Lamb, mais CeeDee Lamb est encore en négociation de contrat, ce qui fait en sorte qu'il pourrait être un peu plus prudent au niveau de son temps de jeu et ça pourrait peut-être faire des frictions à l'interne au niveau des Cowboys. Et on a Dak qui souhaite également avoir un nouveau contrat de travail, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup de distractions et déjà les Cowboys, on a l'habitude d'avoir un peu la loupe et de scruter à la loupe toutes les activités des Cowboys. Je pense que ça pourrait perturber et on va finir deuxième, loin derrière les Eagles, mais pas par une grande marge devant, selon moi, les Commanders de Washington. On a une bonne équipe, on a des bons joueurs à Washington, et là, on a repêché un corps arrière qui a beaucoup de potentiel. Je ne sais pas si ça va déjà faire des points dès la première année, mais je pense que Jayden Daniels va être assez spectaculaire avec l'attaque de Washington. On a des bons receveurs de passe en Dotson et McLaurin qui peuvent l'encadrer. On a quand même un bon jeu au sol et on a signé aussi Austin Eckler qui va venir épauler le Brian Robinson. Donc, je pense qu'on a les armes de plus en plus du côté de Washington, ce qu'on n'avait pas dans les dernières années, et ça va pouvoir nettement aider la formation
de la capitale des États-Unis. Et en quatrième position, sincèrement, je les aurais mis cinquième, mais il y a seulement 4 équipes dans cette division. C'est les Giants de New York parce que c'est une équipe que je ne comprends pas leurs décisions depuis les dernières années, surtout au niveau là, du corps arrière Daniel Jones, en lui offrant un contrat là, de 40 millions par saison. Je comprends qu'avec les derniers contrats qu'ils viennent de signer, c'est un corps arrière qui ne gagne pas beaucoup d'argent, mais il devrait en gagner pas mal moins. Là. Daniel Jones n'a pas le talent là, pour survivre dans la NFL et ce qui fait en sorte que ça nuit à toute la formation des Giants. C'est pour cette raison que je leur accorde la 4e position. On va aller donc dans la division ouest de la nationale. Sans surprise, 49ers en première position. C'est l'équipe qui a peut-être le plus de talent là, sur la formation papier. San Francisco est équilibré et solide à toutes les positions. La seule petite faiblesse, on pourrait dire, c'est le corps arrière, mais dans les dernières années, on a compris que les 49ers ne reposent pas sur des corps arrière vedettes et ne souhaitent pas avoir un corps arrière vedette nécessairement. On aime mieux avoir une équipe équilibrée à toutes sortes de positions et Brock Purdy l'année passée a fait très bien le boulot. C'est pour cette raison que je leur donne la première position. Surprise, par contre, en deuxième position, les Rams de Los Angeles ne seront pas très loin derrière les 49ers. Je pense que vraiment, là, on a une équipe qui est explosive. On l'a démontré l'année dernière avec Puka Nacua, Cooper Kupp qui a manqué quelques matchs, Kyren Williams là, qui semble être un peu blessé là, à un pied, mais va être revenu à temps là, pour le début de la saison. Je pense qu'avec ces 4 armes-là offensives, on va être très surprenant. Et on a toujours Sean McVay comme entraîneur-chef, ce qui fait en sorte qu'on n'est jamais out-coaché, si permettez-moi l'expression anglophone. C'est qu'on a assurément chaque semaine, là, peut-être à l'exception si on affronte les Chiefs ou les 49ers, où on va être peut-être à 50-50 au niveau de l'entraîneur-chef. Sinon, on a le meilleur dans la ligue. Et encore une fois, là, je pense que les Rams vont être une forte équipe là, cette saison dans la NFL. En troisième position, petite surprise, les Cards de l'Arizona qui vont dépasser les Seahawks de Seattle. J'ai beaucoup d'espoir en Kyler Murray et Marvin Harrison Jr. Je pense que cette combinaison va être très intéressante pour les fantasy football. Et je pense que Kyler Murray amène vraiment une certaine dynamique. C'est un joueur unique, hein? Pas un gros gabarit, on le sait, là, il paraît minuscule sur le terrain, mais il est tellement agile qu'il fait en sorte que c'est presque impossible de le frapper et peut facilement là, déjouer un adversaire et se faufiler là, sur une vingtaine de verges pour aller chercher là, plus qu'un premier essai. Et là, on a enfin une arme offensive, un peu ce qu'on avait avec DeAndre Hopkins avec les Cards. Et on se rappelle, quand Hopkins était avec Kyler Murray, on avait cette menace à l'attaque au niveau de la longue passe et on avait un jeu au sol dynamique avec James Conner et les jambes de Kyler Murray. Je pense qu'avec Marvin Harrison Jr., je pense qu'on va être capable de recréer cette attaque qui est plus spectaculaire que cette année, que l'année dernière, je devrais dire. Donc, je pense que les Cards vont finir au 3e rang de cette division. Et en 4e position, les Seahawks de Seattle. On a un nouveau coordonnateur offensif, par contre. On va peut-être miser un peu plus sur la passe, ce qui va être intéressant pour DK Metcalf. Je crois que DK Metcalf peut aller chercher là, de bonnes verges, des bons points là, pour les propriétaires de Fantasy Football. Sinon, c'est une équipe qui est je vous dirais, là, pas nécessairement avec de joueurs vedettes comme à l'exception de DK Metcalf et Geno Smith a certaines limitations. On a toujours une bonne défensive assez solide, mais on a perdu quelques joueurs là, durant la saison morte, ce qui fait en sorte que je m'attends à ce que la défensive descende un peu là, au niveau de son rendement. Et donc, première position San Francisco, deuxième Los Angeles, troisième l'Arizona et quatrième Seattle. Je termine avec la division qui m'a assurément donné le plus de mots de tête. C'est la division nord de la nationale où on a 4 équipes qui, je niaise pas, 4 équipes qui peuvent terminer au premier rang de leur division, que ce soit les Vikings, les Packers, les Lions ou les Bears. Je pense que c'est 4 équipes qui est assez équilibrée et on pourrait presque y aller du pile ou face. Je pense vraiment que dans cette division, ça va être les blessures qui vont avoir un impact majeur, à savoir si la formation que vous souhaitez fait les séries ou pas. Je vais en première position.
Première position, surprise, les Bears de Chicago avec Caleb Williams. On a un calendrier qui est un peu plus facile que d'autres formations. On a un calendrier qui va avantager, selon moi, Caleb Williams. Et on l'a bien entouré, contrairement à ce qu'on a fait avec Justin Fields. On est allé chercher plusieurs bons receveurs de passe. On peut penser au choix de première ronde en Odunze. On a également signé Keenan Allen et on a toujours DJ Moore. Donc, on a 3 receveurs qui sont remplis de talent. On a un bon porteur de ballon, on a un bon allié rapproché. Donc, on a les armes offensives à la disposition de Caleb Williams et on a une bonne défensive également. Là, on est allé chercher là, à la limite des transactions là, quelques joueurs l'année dernière pour stabiliser cette défensive et je pense vraiment que ça a vraiment aidé à cette défensive de garder la rencontre très serré semaine après semaine lorsqu'on a traversé là, cette période, cette date limite des transactions, ce qui fait en sorte que les Bears n'ont pas nécessairement besoin d'inscrire 35 points là, pour remporter la rencontre. Je pense que si on va juste chercher là, un peu plus qu'une vingtaine de points, on va toujours être dans le match et même on va pouvoir aller chercher là, plus qu'une dizaine de victoires si tout fonctionne bien. Est-ce que Caleb Williams va répondre aux attentes? Je peux vous garantir qu'il y a énormément de pression à Chicago. C'est un gros marché de football et pour une des rares fois, là, on a un corps arrière qui peut répondre à ces attentes en Caleb Williams. Deuxième position, les Lions de Détroit, Lions qui ont terminé premier l'année passée dans cette division. Ça fait quelques années là, qui sont au sommet de cette division. Une attaque explosive en Jared Goff, on a Amari St. Brown, on a également Sam Laporta là, maintenant là, comme allié rapproché. On trouve toujours une manière de dynamiser l'attaque. Je pense que c'est pour cette raison que les Lions, là, si on a quelques blessures du côté de Chicago, les Lions pourraient facilement là, s'emparer du premier rang. Je pense que c'est le choix logique d'y aller avec les Lions, mais ça me tentait de pimenter le tout en choisissant les Bears de Chicago. Pour la troisième position, j'y vais avec les Packers de Green Bay. Et encore une fois, c'est une équipe qui peut terminer premier de leur division ou quatrième ou deuxième ou troisième. C'est vraiment là, extrêmement serré. Les Packers ont Jordan Love. On lui a donné par contre un nouveau contrat. Est-ce qu'il va sentir un peu moins le besoin de se prouver semaine après semaine ou au contraire, ça va le motiver. Ça va être une question qu'on va sûrement avoir la réponse en début de saison dans quelques semaines, mais on a quand même des très bons receveurs de passe. On a 4 ou 5 bons receveurs de passe qu'on n'a pas dans d'autres formations. On n'a peut-être pas le receveur étoile comme les Vikings avec Justin Jefferson, mais on a assurément là, un bon groupe de receveurs et ça facilite le travail pour le corps arrière parce que on peut aller vraiment avec le receveur qui est le plus libre pour décocher la passe et non, si on hésite entre deux, on va souvent pencher vers le receveur vedette pour décocher la passe. Là, on peut vraiment donner le temps à Jordan Love de regarder les options et si l'option du quatrième receveur est plus facile que le premier, bien, on lance au quatrième receveur et on espère faire le plus de points possible. Donc, c'est pour cette raison que j'ai mis les Packers au troisième rang et ça me fait mal au cœur, là, mais je mets les Vikings au quatrième rang pour la simple et bonne raison que j'ai confiance en Sam Darnold, j'ai un peu moins confiance en J.J. McCarthy et j'ai l'impression que si on échappe un ou deux matchs en début de saison, on va avoir tendance à vouloir tout de suite lancer là, J.J. McCarthy dans la partie et je pense que ça pourrait être une erreur parce que Sam Darnold a déjà eu un peu plus de... a déjà vécu un peu, là, je vous dirais, la pression d'être un corps arrière partant dans la Ligue nationale de football. Et on a Jefferson, on a toujours la situation délicate là, avec le Jordan Addison, receveur numéro 2, et Aaron Jones comme porteur de ballon, l'ancien des Packers. Je pense vraiment que Jones va tomber dans une équipe où il va être très intéressant pour vos fantasy football. Aaron Jones a un peu le même style que Dalvin Cook il y a quelques années. Et on sait que l'année passée, pour les Vikings, ça n'a pas fonctionné avec leur dernier porteur de ballon. On pensait qu'il serait capable de remplacer Dalvin Cook. Ça n'a pas été le cas. Là, je pense qu'avec Aaron Jones, on va retrouver un peu ce porteur de ballon qui est capable d'attraper la passe, donner une belle option à nos jeunes corps arrière, mais également d'aller chercher là, un 5,
6 verges en premier essai qui va venir aider vraiment le corps arrière à mieux performer. Donc, je vous dirais que la moins bonne équipe de cette division va peut-être avoir 8 victoires et la meilleure va peut-être avoir 10 ou 11 victoires. Donc, ça va être extrêmement serré. Là, je prévois un match de différence entre chaque position, mais quand même, je donne l'avantage aux Bears en raison de la profondeur au niveau de la formation. Donc, je résume mes divisions, mes gagnants de chacune des divisions dans la nationale. Les Bears au premier rang, les 49ers également qui vont remporter leur division, les Eagles et les Falcons. Donc voilà là, ce qui complète mes prédictions là, de début de saison. J'ai bien hâte de voir dans les prochains jours les premiers matchs pré-saison, comme pour voir si les joueurs que j'ai en tête vont réussir à se démarquer. Je sais qu'en pré-saison, c'est difficile de juger parce qu'on n'a pas les joueurs vedettes qui jouent nécessairement. On va regarder par contre le travail des joueurs recrues et le travail de nos nouvelles additions. Là. Des fois, il y a des joueurs qu'on va chercher comme 3e receveur, 4e receveur ou 2e porteur de ballon et on veut juste voir si la chimie est là avec le corps arrière recru, par exemple, ou avec le corps arrière substitut. Ça nous donne une bonne indication aux joueurs qui vont être intéressants à sélectionner dans les dernières rondes de votre fantasy football. C'est ce que je regarde. Entre autres, qu'est-ce que je vais regarder à Chicago? Je vais regarder le travail de Caleb Williams, mais je vais regarder également à Washington celui de Jaden Daniels. Par la suite, on va regarder quelques receveurs de passe, entre autres Polks des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est un jeune receveur de passe. On n'a pas nécessairement de receveur numéro 1 à Foxborough. Donc, Polks, qui est un choix de début de deuxième ou fin de première, là, pourrait facilement monter les échelons assez rapidement et obtenir la confiance d'un Drake May. Et si c'est le cas, en deuxième moitié de saison, il pourrait vraiment se séparer de la compétition. Donc, c'est peut-être un choix à surveiller dans la fin de votre fantasy football. Si vous êtes dans une ligue à 12 équipes, par exemple, un choix là, comme Polks en dernière ronde, ça peut peut-être être payant là, à la longue. Et je vais regarder aussi à Chicago, j'ai parlé de Caleb Williams, mais je vais regarder là, c'est qui va être capable d'aller chercher la confiance de Caleb Williams au niveau des receveurs de passe. Est-ce que c'est le jeune Odunze, on a DJ Moore ou Keenan Allen? Je ne pense pas voir Allen et DJ Moore autant dans la formation là, pour les premiers matchs pré-saison, mais Odunze va assurément jouer. Donc, si dès les premiers jeux à l'attaque, il crée une confiance avec Caleb Williams. On sait, hein, un corps arrière puis un receveur de passe, ça se joue là, entre les deux oreilles. Donc, si on a déjà une belle chimie, ça va être facile de toujours les lancer le ballon lorsqu'on est... et on lui donne 2-3 réceptions de plus dans une partie. Assurément, ces 2-3 réceptions vont se transformer en des points supplémentaires en fantasy football. Je vous avais promis lors du premier épisode que je parlerais de mon top 10 des corps arrière dans la Ligue nationale de football, sachant très bien qu'on a eu quelques signatures là, dans les dernières journées. Là, on parle du contrat de Tua avec les Dolphins, 53 millions de dollars par année pour 4 ans, et celui de Jordan Love, 55 millions de dollars sur 4 ans également. On sait que Dak Prescott espère avoir un contrat au niveau d'environ 58 millions de dollars par saison, ce qui est immense. Ce serait le plus gros contrat là, au niveau des corps arrière. Et je vous ai nommé ces corps arrière là, en Tua et Jordan Love qui ont presque rien prouvé dans cette Ligue nationale de football. Rappelons que Patrick Mahomes gagne 45 millions par année. C'est 8 ou 10 millions de dollars de plus pour Jordan Love et Tua, ce qui est une erreur selon moi pour ces équipes. Je comprends qu'on arrive toujours à un temps au niveau de la négociation où c'est difficile. Est-ce qu'on prend la chance de jouer la dure oreille et ne pas vouloir signer le corps arrière, dire à la limite, je vais mettre mon deuxième, et là on se retrouve pas de corps arrière dans une ligue où on sait qu'il faut absolument avoir un bon corps arrière pour passer au prochain niveau. Donc, c'est toujours le dilemme. On lui donne l'argent que le corps arrière veut ou on essaie de s'en débarrasser et d'en repêcher un plus jeune. Et on recommence ce cycle avec un corps arrière qui gagne presque pas d'argent pour essayer de donner des meilleures armes. Mais si on n'a pas un corps arrière élite, là, si on n'a pas un des top 5, top 6 corps arrière, même à la limite top 10 corps arrière dans la ligue, c'est stupide selon moi de gaspiller d'argent supplémentaire. 53 millions pour Tua,
c'est beaucoup trop d'argent pour ce corps arrière, sachant très bien que c'est 8 millions de dollars de plus que Patrick Mahomes. Il faut absolument, là, si on compare les Dolphins et les Chiefs, il faut que Tua, là, pour battre Patrick Mahomes, il doit avoir plus que 2-3 joueurs dans son équipe qui sont des joueurs d'impact. Et là, on vient de donner un contrat qui nous empêche de donner justement 2-3 joueurs de plus à Tua pour rivaliser avec les Chiefs. Donc, c'est peut-être intéressant à court terme parce qu'on a un corps arrière qui est heureux dans l'organisation, mais à long terme, ça pourrait devenir très difficile parce que, oui, on a sécurisé les contrats de Waddle, Tyreek Hill et Tua à long terme, mais on n'a pas de porteur de ballon là, sécurisé vraiment à long terme. On n'a pas de joueurs d'impact là, en défensive qui pourraient, là, on a besoin à la limite des transactions aller chercher un joueur supplémentaire. On n'aura pas cette flexibilité-là. Ça va nous rattraper du moins dans les prochaines années, je pense, au niveau des Dolphins. Mais on veut gagner maintenant, donc c'est peut-être pour ça là, qu'on a donné le contrat aujourd'hui à Tua et non dans 2-3 ans. Ce qui fait en sorte que juste petite parenthèse, le contrat de Dak Prescott, on veut de 58 millions, qui serait 13 millions au-dessus du contrat de Patrick Mahomes. 13 millions, c'est énorme. C'est 3 bons joueurs, 2 joueurs élites ou même un joueur extraordinaire là, avec les Cowboys de Dallas supplémentaires qu'on se prive en offrant 58 millions. Je pense que c'est une erreur, sachant très bien qu'il faut renégocier le contrat de CeeDee Lamb. CeeDee Lamb va demander autour de 30 millions de dollars. Moi, si j'étais dans l'organisation des Cowboys, je m'assurerais de sécuriser CeeDee Lamb à long terme et à la limite, je me priverais de Dak Prescott, mais vous allez le voir dans les prochaines minutes, je ne suis pas un grand fan de Dak Prescott. L'année passée, Dak Prescott a manqué 5 ou 6 rencontres, l'affiche des Cowboys, 5 victoires, 1 défaite sans Dak Prescott. Oui, on peut dire que c'était des matchs un peu plus faciles, mais Dak Prescott gagne aussi ses matchs faciles et perd les matchs difficiles. Donc, pour moi, c'est du pareil au même. Dak Prescott, malheureusement, en raison de sa blessure à sa jambe il y a quelques années, a perdu ses étincelles là, au niveau là, de ses jeux avec ses jambes, ce qui fait en sorte qu'il est un quart arrière dans la moyenne maintenant et non un quart arrière qui fait partie de l'élite. Bon, petite parenthèse au niveau des salaires qui se ferment. On parle maintenant du talent des quart arrière. Je nomme mon premier top 10, c'est au niveau des meilleurs quart arrière. Par la suite, je vais nommer un deuxième top 10, c'est les meilleurs quart arrière pour le fantasy football. Donc, il va y avoir quelques petits changements là, au niveau des deux top 10. Pour le corps arrière, au niveau de si j'étais un directeur général d'une formation de la NFL et que je ne me concentrais pas là, au point fantasy football, ben, j'y vais en 10e position avec Kyler Murray. Je l'ai dit un peu tantôt, là, extrêmement rapide, un bon bras, des très bonnes jambes et je pense que ce petit quelque chose de plus que la moyenne et c'est pour cette raison que je lui accorde la 10e position. Position numéro 9, Trevor Lawrence. Saison un peu plus difficile l'année dernière. Il était partiellement blessé, mais il est grand, il est de plus en plus mature, a un bon bras, a une certaine prestance également. Je pense qu'il y a tous les éléments là, pour vraiment aller chauffer là, les 5-6 meilleurs corps arrière de la ligue. Je pense que cette année, il va le prendre un pas par en avant également là, pour aller rejoindre ce trio quatuor de tête. Position numéro 8, Jalen Hurts. Jalen Hurts, corps arrière qui est flexible dans le sens qu'il est très mobile, peut lancer le ballon, a des bons receveurs de passe. Oui, je peux comprendre que ça, c'est sûr que ça aide à ce corps arrière. Mais on se rappelle, il y a 2 ans, Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Et sur ce même terrain, il y avait un certain Patrick Mahomes. Mais pour un match, et c'était le match du Super Bowl, Jalen Hurts avait le meilleur match, c'était lui. Donc, s'il est capable de lever son jeu d'un cran, comme s'il l'a fait pendant le Super Bowl il y a 2 ans, je pense vraiment là, qu'il fait partie de l'élite. Et c'est pour cette raison que je lui accorde la 8e place. 7e place, Matthew Stafford a déjà gagné un Super Bowl. On le voit, là, il est dominant. D'ailleurs, les 2 meilleures saisons au niveau des receveurs de passe, Cooper Kupp et Megatron, c'est qui le point en commun? C'est Matthew Stafford qui lui lançait le ballon. Il est extrêmement bon, très bon bras, très précis, ce qui fait qu'il se démarque des autres. 7e position pour Matthew Stafford. CJ Stroud maintenant en 6e position.
deuxième saison, est-ce qu'il va avoir cette petite baisse de régime au niveau de la deuxième saison en tant que jeune joueur dans la Ligue? Je ne crois pas. Je pense qu'il a tout là, dans son arsenal pour surmonter là, la digne de la deuxième saison et ce qui fait en sorte qu'il va se retrouver au 6e rang. 5e position, Justin Herbert, je sais, saison un peu décevante l'année passée, mais il était blessé. Là. À chaque match là, qu'on regardait Justin Herbert avec Los Angeles, on disait, on aurait cru qu'il y aurait un pansement supplémentaire au niveau de sa main. Un bout de temps, c'était les doigts. On savait qu'il y avait une jambe qui allait un peu moins bien. Il subissait beaucoup de plaqués également. Donc, s'il est en santé, Justin Herbert est seulement juste tout simplement plus grand et plus gros que les autres. Et ce qui fait en sorte qu'il est tout simplement plus fort que ses adversaires. À l'exception de quelques joueurs, c'est pour cette raison que je lui accorde la 5e position. Position numéro 4, Joe Burrow. Je pense que cette année, c'est sa saison avec Ja'Marr Chase. Il doit vraiment le montrer qu'il est dans les 2, 3, 4 meilleurs corps arrière de la Ligue nationale de football. Et il est extrêmement bon, il est extrêmement calme, il a une maturité, ce qui fait qu'on sait que lorsque c'est un match important, on sait que Joe Burrow va donner son meilleur rendement et ce qui fait là, la différence dans ses corps arrière élites. Numéro 3, Lamar Jackson, MVP l'année dernière, tellement explosif. Avec ses jambes, c'est comme un Kyler Murray, mais tout simplement là, meilleur. Tout simplement meilleur. Donc, c'est pour cette raison que je lui donne la 3e position. Position numéro 2, Josh Allen. Il est gros, il est fort. Ça fait quelques années là, qu'il transporte son équipe sur ses épaules pour se rendre le plus loin en série. Je pense que ça va être plus difficile cette année parce qu'on a perdu Stephon Diggs, mais on donne toujours un peu plus de défis à Josh Allen et on dirait qu'année après année, il réussit à surmonter ses défis. Donc, c'est pour cette raison que je lui donne la 2e position. Patrick Mahomes, maintenant en première position, c'est le meilleur corps arrière incontesté dans cette Ligue nationale de football. C'est également l'un des meilleurs corps arrière de tous les temps, déjà à son âge, après seulement 5-6 saisons. C'est des statistiques incroyables. Je pense que il est encore jeune pour dire que c'est le meilleur corps arrière de tous les temps parce que au niveau, si on le compare à un Tom Brady, oui, il est en ce moment meilleur, mais Tom Brady, ce qui fait qu'il était exceptionnel, c'est qu'il a gardé ce rythme-là pendant 20 saisons. Je ne suis pas sûr que Patrick Mahomes va vouloir, tout simplement. C'est pas qu'il ne peut pas le faire. Je pense juste qu'une année, il va vouloir prendre sa retraite, Patrick Mahomes, et profiter de la vie avec sa femme et ses enfants, contrairement à un Tom Brady où le football était sa priorité numéro 1 pendant 25 ans. Et je pense que même encore aujourd'hui, s'il y avait une chance, il retournerait jouer. Là, c'est juste que faut qu'il se mette ses propres limites là, pour rester, pour ne pas perdre toute sa famille là, après avoir perdu sa femme. Donc, c'est pour cette raison que je lui donne la première position à Patrick Mahomes. Maintenant, parlons du top 10 au niveau des corps arrière fantasy football. Je vais commencer par les premières positions parce que c'est les positions les plus importantes cette fois-ci. Je mets Josh Allen en première position. Il est très mobile. Hein? Les corps arrière dans un fantasy football, il faut y aller avec la mobilité parce que des verges par ses jambes, ça fait plus de points naturellement que des verges par son bras ou même des touchés au sol. C'est meilleur pour lui qu'un touché par une passe. Donc, Josh Allen, à toutes les années, va chercher quelques touchés au sol. C'est pour cette raison que j'y vais en première place. Lamar Jackson aussi. Je dirais que Jalen Hurts, c'est notre trio de tête aussi. Là. Fait que Josh Allen, Jackson et Hurts, 3 corps arrière similaires qui sont capables de courir, qui sont capables d'aller faire la passe au bon moment. Donc, c'est pour cette raison que c'est mes 3 premières positions. En 4e position, je n'ai pas Patrick Mahomes. J'ai Richardson avec les Colts. Avant sa blessure, il était spectaculaire. Il était un peu dans ce trio de tête très explosif, mais avec sa blessure, ça me ralentit un petit peu. Là. Je pense que ce serait le corps arrière que j'aurais tendance à repêcher dans mon fantasy football, mais ça se peut que j'en repêcherai un autre un peu dans les rondes un peu plus tardives. Donc, si Richardson commence à glisser dans un fantasy football, dans un draft, aller le repêcher, je pense que ça peut être très payant. Là. Il est très dynamique. Là, on va avoir un Joe Taylor aussi là, qui va pouvoir l'aider au sol. Donc, on a deux défis là, pour la défensive
au sol à bloquer pour les Colts. Donc, ça peut être intéressant. 5e position, Patrick Mahomes. On sait avec les receveurs qu'il a, Travis Kelce finit toujours à faire 3 touchés par partie, ce qui fait que même si ton corps arrière est un peu plus mobile, ben Patrick Mahomes les rattrape au point, lance beaucoup de verges également, là, fait beaucoup de distance avec son bras. C'est pour cette raison que je donne la 5e position. Position numéro 6, j'ai mis Kyler Murray. Tout comme Richardson, je pense que ça peut être intéressant. On vient d'une blessure, mais c'est des corps arrière qui sont mobiles. C'est des corps arrière sous-estimés souvent dans les repêchages de fantasy football. On pense souvent à Lamar Jackson, Josh Allen, mais repêcher un Anthony Richardson 2-3 rondes plus tard, ou même un Kyler Murray 2-3 rondes plus tard que Josh Allen, je pense que au final, tu as une meilleure équipe. Donc, c'est pour cette raison que je mets en 6e position Kyler Murray. 7e position, CJ Stroud. 8e position, Dak Prescott. En 9e, j'ai Jordan Love, parce qu'encore une fois, il y a l'aspect athlétique qui fait que Jordan Love peut aller chercher quelques verges avec ses jambes. Et en 10e position, j'ai Joe Burrow. Je me suis mis un petit astérix parce que si j'avais une 11e position, je la donnerais à Jaden Daniels, corps arrière recrue des Commanders. C'est un corps arrière qui est spectaculaire avec la formation LSU dans le football universitaire. Je pense que ça pourrait être intéressant là, comme corps arrière, surtout si vous êtes dans une ligue avec pas beaucoup d'équipes. Peut-être aller chercher un Jaden Daniels dans votre formation, ça pourrait peut-être être un coup de circuit. Là. Ça peut facilement déloger votre premier corps arrière. Donc, une fois que tout le monde a repêché son corps arrière, peut-être retourner avec un Jaden Daniels, le mettre sur votre banc, et après 2-3 semaines, si ça fonctionne, on le fait partir et on voit que ça peut être vraiment un choix là, au repêchage très payant pour votre équipe. Voilà ce qui met fin à ce deuxième épisode de Fanball, le balado pour cette deuxième saison. Je vous rappelle, il y a une page Instagram, vous pouvez aller suivre les informations que je partage sur cette page Instagram. Il y a la page YouTube, vous pouvez bien sûr, cliquez j'aime sur les vidéos et vous abonner à la chaîne. Et il y a le balado qui est disponible naturellement sur Spotify et d'autres plateformes là, où vous retrouvez vos balados favoris. Donc voilà ce qui complète ce deuxième épisode. La semaine prochaine, je vais parler de quelques stratégies que moi, je vais utiliser dans mon pool de fantasy football et des stratégies au niveau du repêchage. J'ai regardé vite les premières rondes, quels joueurs qui vont sortir et j'ai tendance à pencher, mettons, OK, je vais repêcher peut-être un receveur de passe dans cette ronde-là. Dans cette deuxième ronde-là, je vais y aller avec un porteur de ballon, telle ronde, un corps arrière, parce que je vois que les meilleurs joueurs sont souvent à ces positions. Et des fois, si on déroge trop là, des meilleurs joueurs, on s'affaiblit. Donc, je vais vraiment avec une stratégie que je vais vous donner à suivre dans votre fantasy football. Et pour moi, ça va être cette stratégie que je vais suivre dans au moins un de mes fantasy football et on verra si ça fonctionne. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.